Par ailleurs, cette prime de l'enraciné par rapport aux récemment arrivés est toute relative. Allez parler de privilèges aux populations de tous nos territoires désindustrialisés ou désertifiés, aux habitants historiques du bassin minier du Nord, de Lorraine, des Cévennes, ceux des innombrables villes dévastées par les fermetures d'usines, ou ceux de ces milliers de villages paupérisés par une agriculture devenue industrielle ou non viable. Quels privilèges ont tous ces damnés de la terre, ces nouveaux damnés de la terre? On nous mettra sous le nez des études montrant que dans le domaine du logement ou pour l'emploi, c'est plus dur quand on a un nom à consonance maghrébine et africaine. Probablement. Mais est-ce que l'employeur discrimine, entre guillemets, parce qu'il veut privilégier un blanc ou tout simplement parce qu'il n'a pas envie de recruter un maghrébin ou un subsaharien? Dans un processus de recrutement, en effet, combien de blancs reçoivent la même lettre polie leur disant que malgré leur grande qualité, leur candidature n'a pas été retenue? Et combien de blancs non choisis par un nombre croissant de grandes entreprises qui, en raison de leur charte de la diversité, appliquent un quota officieux en faveur de jeunes de quartier qu'ils privilégient dans leur recrutement par rapport à des candidats blancs? Des millions d'arabo-afro-musulmans vivent en France et seraient, nous dit-on, en butte au racisme des propriétaires blancs. Soit. Mais où logent-ils alors? Beaucoup sont en HLM. Bien, mais pas tous, tant s'en faut. Cela signifie donc bien qu'il se trouve des blancs en très grand nombre pour leur accorder un bail, non? Certes, dans les zones tendues où les biens sont rares et la demande forte, on a sans doute du mal à décrocher la part de ses rêves quand on est noir ou arabe. Mais combien de Français de souche blancs ont vu le même logement désiré leur passer sous le nez à cause de salaires ou de garanties insuffisants, de CDD plutôt que de CDI, etc., etc. Il est évident qu'il existe une frustration sourde dans certaines populations immigrées qui se sentent victimes d'une réelle immobilité sociale. Elle frappe également une majorité de la population blanche. Dans une économie à la croissance anémique depuis des années, en effet, les places sont chères. Et pour les décrocher, il faut être bon, très bon, connecté ou mieux encore, tout ça réuni. Dans une république officiellement égalitaire et non raciale, les Français noirs sont théoriquement soumis aux mêmes défis méritocratiques que les autres. Certains d'ailleurs réussissent, et même brillamment, mais ils sont effectivement sensiblement moins nombreux que la stricte proportionnalité ethnique, qui n'est d'ailleurs pas censée exister mais qui hante les esprits progressistes, le justifierait. La faute aux blancs qui ne laisse pas les noirs se faire une place dans notre société à la mesure de leur mérite, nous dit-on. Donc, sans ce privilège blanc, le génie noir devrait se déployer pleinement, n'est-ce pas? Très bien. Alors comment expliquer le naufrage économique, social et sécuritaire, ainsi que le désert scientifique du continent africain, pourtant truffé de richesses, 60 ans après la fin du pouvoir et de la domination blanche? Des exemples parmi tant d'autres. La lecture fastidieuse des 1000 premières universités du monde dans le célèbre classement de Shanghai. Il faut déjà descendre très bas pour trouver des universités d'Afrique noire. Il y en a quelques-unes. Elles sont toutes sud-africaines et ont pour caractéristique d'être encore très blanches, même si elles ne le sont plus exclusivement, et fort heureusement. Le géant du continent noir, le Nigeria, n'en compte aucune. Prenons les prix Nobel. Oui, certains sont noirs, mais des Nobel de la paix ou de littérature. De chimie, de médecine, de physique, aucun. Sauf une poignée de Sud-Africains blancs. En économie, un lauréat Nobel noir sur 86, caribéen et co-récipiendaire avec un collègue blanc, et uniquement cela. Quant à la médaille Fields créée en 1936 et équivalent en mathématiques du prix Nobel, aucun Africain noir, mais un Sud-Africain blanc. Selon l'Office mondial de la propriété intellectuelle, l'Afrique représente seulement 0,5% des demandes de dépôt de brevets au niveau mondial. En Afrique noire, c'est l'Afrique du Sud et sa communauté scientifique encore très majoritairement blanche qui constitue l'essentiel de cette très modeste contribution. Alors concluons sur une vérité simple. Plutôt que de faire des blancs le prétexte commode de leur malaise, leur bouc émissaire, ne serait-il pas temps pour les Noirs de questionner leur rapport à l'excellence? Certes, il y a eu un privilège blanc au niveau mondial, mais cela fait bien longtemps que d'autres peuples non blancs se sont lancés à l'assaut de cette citadelle et y ont ouvert des brèches béantes grâce à leur travail, leur détermination, leur persévérance et leur sérieux. La Chine, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour en sont autant d'exemples.
Le monde noir ne fait globalement pas partie de cet assaut victorieux. C'est un fait. Quant au monde arabe, à part les pays bénis par le pétrole, que dire? La sanglante guerre en Syrie, l'effondrement du Liban, l'immense pauvreté de l'Égypte, le délitement tunisien, la stagnation algérienne, etc. Et encore, Maghreb et Mashrek peuvent-ils se targuer d'une diaspora qui contient de nombreux talents, scientifiques, médecins, entrepreneurs, etc.